Dans cette quatrième partie du développement de mon synthétiseur d'horloge, je détaille avec vous aujourd'hui les considérations pour le positionnement des pièces sur le PCB. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Dans la vidéo partie 3 de cette série de vidéos de conception d'un synthétiseur d'horloge piloté par microcontrôleur, j'ai parcouru avec vous le schéma électrique du projet. C'est à partir de ce schéma électrique que je vais produire la plaquette PCB. Évidemment, si vous n'avez pas visionné les vidéos précédentes de cette série, je vous invite à le faire avant de visionner celle-ci. Je vous fournis un lien vers la liste de lecture des vidéos de la série dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais faire le transfert du design du logiciel de schéma au logiciel de conception du PCB. Les deux logiciels étant des composants de KiCad. Je vais ensuite vous entretenir de différentes contraintes et considérations influençant le positionnement des pièces sur la plaquette. Mais avant de travailler sur les composants en tant que tels, il faut déterminer les dimensions du PCB. Et cela implique de connaître le boîtier dans lequel on va loger la plaquette. Je vous présente donc le boîtier que j'ai choisi pour ce projet. Alors, une des premières questions qu'il faut se poser avant de concevoir la plaquette, c'est dans quoi vais-je loger la plaquette une fois complétée? Donc, évidemment, ça va déterminer les dimensions de la plaquette et si on a besoin de trous de montage et ainsi de suite. Je vous avais mentionné que je voulais utiliser un boîtier extrudé. Bien, vous en avez un bon exemple ici. Ça, c'est le récepteur HF. Bien, c'est un récepteur SDR à deux bandes HF et VHF, UHF. Dont j'avais fait la construction et les essais dans une vidéo précédente. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ce boîtier? Il est de 80 mm par 50 par 20. Exactement 80 en passant. Et donc, je me suis dit, on pourrait copier simplement cette plaquette, donc les dimensions de la plaquette, et de se commander un boîtier similaire ou identique à celui-ci avec les mêmes dimensions. L'avantage d'un tel boîtier, c'est qu'il n'y a pas de trous de montage qui sont requis. Par contre, on peut se mettre une zone ici où il n'y a pas de vernis vert et qui est mise à la masse pour que lorsqu'on glisse la plaquette dans les fentes, dans les rails à l'intérieur du boîtier, bien qu'il y a contact électrique et donc le boîtier est mis à la masse aussi. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, c'est exactement ce que je vais faire. Je sais que c'est exactement 80 mm. Si je prends le pied à coulisse et que je mesure les dimensions du boîtier, sans les plaques avant-arrière, c'est exactement 80 mm. D'accord? Alors, ça déjà, ça va être assez facile. Et on s'aperçoit que la plaquette, elle, en effet, la plaquette est essentiellement de 80 mm aussi, donc d'un bout à bout. Donc, elle s'insère et elle va venir toucher, essentiellement, ou à peu près, là, toucher aux deux plaques, aux deux extrémités. Puisqu'une fois insérée, en effet, la plaquette arrive exactement, à peu de choses près, égale avec le rebord du boîtier. Donc, 80 mm la plaquette dans ce sens-ci. On peut enlever, comme vous voyez ici, 0,2 mm, là, juste pour dire. Là. Mais essentiellement 80 mm, ce qui va permettre de faire dépasser une DL, faire dépasser des connecteurs SMA, faire dépasser les connecteurs USB, et ainsi de suite. Dans l'autre sens, je vous ai dit que c'est 50 mm, mais c'est 50 extérieur. Donc, à l'intérieur, là, il faut soustraire une certaine dimension. Ici, on a 47,1 comme vous voyez. Donc, on pourrait dire 47, arrondi à 47, et faire 1,5 mm, donc de moins que 50 chaque côté. C'est essentiellement ça. Il y a comme 47, donc 1,5 mm ici et 1,5 mm ici, de sorte que c'est 47,5 et ça s'insère bien. Avec un peu de marge, bien sûr. On ne veut pas que ce soit trop serré. Un peu de marge pour que ça se glisse très bien. Et normalement, la fente est conçue pour une plaquette de 62,5 millièmes de pouce.
Donc, l'épaisseur habituelle des plaquettes PCB, les épaisseurs par défaut. D'accord? Donc, 1,5 mm environ. Donc, je vais utiliser ces dimensions-là, donc les dimensions de cette plaquette. Donc, on va s'assurer de pouvoir faire loger la plaquette, la nouvelle plaquette, dans un boîtier comme ceci. Et j'en ai trouvé, je les ai commandés d'avance. Et les voici. C'est exactement la même chose, sauf que je les ai choisis. J'en ai commandé plus qu'un, évidemment. Je les ai choisis métallisés. On voit que c'est en aluminium qui est comme brossé, plutôt que noir. C'est un choix personnel que j'ai fait. Alors, ça revient à environ 3 $ chaque boîtier. C'est pas très cher. Alors, boîtier identique. Vous pouvez prendre ma parole. Je ne vais pas à le déballer pour l'instant. Je l'ai déjà inspecté. Et c'est la même chose, à peu de choses près. Donc, on peut maintenant concevoir la plaquette avec un contour ayant ces dimensions-ci. Et on sera à peu près certain que tout va bien se passer lors de l'intégration dans le boîtier. Alors, on a fait le parcours complet du schéma dans la dernière vidéo. Donc, on sait ce qu'on a ici de saisie. Et il reste quelques petites étapes. Il faut être certain, là, avant de pouvoir exporter pour faire la plaquette. On vérifie si on a associé des empreintes à tous nos composants. Ce sont des empreintes qui font partie des librairies standards ici de KiCad ou de la librairie personnelle qu'on se crée pour les symboles qu'on se crée. Là, on met ça dans une librairie personnelle. Et puis, donc on s'assure que tous les composants ont une empreinte, de sorte qu'ils vont apparaître sur la plaquette lorsqu'on va importer la netlist. Okay? Alors ça, c'est la première étape qui doit être faite. On fouille dans les librairies et on associe des empreintes à chacun des composants. Et l'autre chose qu'on doit aussi vérifier, c'est s'il y a des erreurs. Donc, on roule le vérificateur là, des erreurs électriques et puis on regarde. Dans ce cas-ci, il y a 2 avertissements. Ce ne sont pas des erreurs. On lit les avertissements en question et on comprend. Et bon, dans ce cas-ci, là, je n'ai pas à m'attarder plus qu'il ne le faut. C'est correct, je comprends ce qui se passe. C'est qu'il y a toutes sortes de vérifications qui sont faites et parfois, ce sont des vérifications qui sont un peu superflues, là. Alors, on pourrait, si on voulait, là, changer la matrice ici. E, c'est pour erreur, W, c'est pour warning, là, donc avertissement. On pourrait donc faire en sorte que ces avertissements-là, dans l'autre page, n'apparaissent plus, simplement en reconfigurant KiCad. Mais bon, je le sais, je comprends ce qui se passe ici, tout est beau. Donc, s'il y a des erreurs, par contre, il faut corriger cela absolument. OK? Alors, des fois, c'est des connexions qui sont mal faites. On croit qu'on a connecté à une broche, mais en réalité, le fil ne se rend pas, des choses de ce genre. Alors, une fois qu'on a fait ça aussi, on est prêt à générer la netlist. Donc, c'est la liste de toutes les interconnexions que notre schéma produit et sur les composants. Donc, la liste des composants avec leur empreinte. Et ça se fait simplement en faisant Generate Netlist. Donc, on génère la netlist. Et là, on peut aller tout de suite dans l'outil de création de la plaquette elle-même. Et une fois dans l'outil PCB, donc là, ici, la première chose qu'on fera, c'est qu'on se créera notre contour de la plaquette sur la couche Edge Cuts. Donc, c'est le rebord, si vous voulez, de la plaquette. Alors, je dessine simplement une ligne, une piste, comme une piste là, de cuivre, là, mais sur cette couche. Et elle a 80, vous devinerez, là, 80 par, on avait dit quoi, 47, je crois. Là. Je crois que j'ai mis 47,5. Faudrait que je vérifie le pied à coulisses. Est-ce que je l'avais bien fait un bon 0 quand j'ai mesuré 47 là, dans le petit segment de vidéo précédent. Là. Mais en tout cas, j'ai définitivement tracé les bonnes dimensions. Et là, on sait sur quoi on va travailler en termes d'espace. On peut importer les pièces à ce moment-là. Alors, on va importer la netlist, tout simplement. On va aller chercher le fichier en question, .net, qui a été généré par l'outil de schéma. Et on va importer ce fichier de netlist qui va me créer un placement, évidemment, temporaire de toutes les pièces et que je peux déposer. Alors, tout de suite, au vu là, des pièces qui sont déposées, ce que je viens de faire, on se rend compte que si j'éteins les ratness, donc les lignes là, de connexion logique là, entre les différentes broches et différents îlots, si j'éteins cela, on se rend compte que notre espace de 80 par 50 ou 47, là,
il sera vraisemblablement suffisant pour contenir les pièces. Naturellement, ça, ce n'est pas les emplacements qu'on voudra. Mais au moins, on voit que l'espace utilisé, et compte tenu du fait qu'on risque fortement d'avoir au moins 2 couches, et je crois que ça sera le cas, 2 couches, ça sera suffisant. En tout cas, on va essayer, ça coûte pas mal moins cher des PCB à 2 couches. Bien, compte tenu de cela, je crois que ça regarde bien pour l'espace qu'on voulait utiliser. Et bien sûr, bien là, la tâche suivante, c'est de commencer à redistribuer les pièces. Donc, on se met en mode de déplacement. Fort probablement que le SI 5351C, ça sera un peu au centre de la plaquette. Et on aura en périphérie les connecteurs SMA qui permettent d'entrer et de sortir les signaux synthétisés. Donc, on prend ça en ligne de compte. Alors, pour faire ce travail, on active les Rat's Nest, donc les interconnexions logiques, ce qui nous montre vraiment qu'est-ce qui fait quoi et où, et ainsi de suite. Alors, on peut commencer à penser à placer des pièces. On peut le faire à l'extérieur. On n'est pas obligé nécessairement de travailler sur la surface qu'on a pour le début, là. Alors, ce qu'on va sûrement faire, c'est regrouper les choses par communauté d'intérêt. Je vous ai parlé du SI 5351, bien, tous les condensateurs de filtrage du SI 5351, bon, on va les mettre juste à côté. Ici, on a le 65 LVDS 34, puis on le sait qu'il va alimenter des signaux dedans, donc on peut le mettre proche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, pour se faciliter ce travail de repositionnement des pièces, on peut avoir le schéma ouvert en même temps que la plaquette. Et entre autres dans KiCad, et c'est le cas dans la grande majorité des logiciels là, de conception assistés par ordinateur pour de l'électronique, c'est que lorsqu'on clique sur une pièce, ça nous zoome sur la pièce dans le schéma, et vice-versa. Si on clique sur la pièce dans le schéma, ça nous zoome sur la pièce ici. Donc on peut très rapidement retrouver les pièces puis les regrouper par communauté d'intérêt. Ici, je ne vous le démontre pas parce que le schéma que je vous montre, là, c'est un schéma un peu modifié qui n'est pas tout à fait lié au projet. Okay? C'est un beau schéma, mais normalement, là, si je clique ici, ça devrait zoomer sur cette pièce-là automatiquement et vice-versa. Okay? Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est très utile pour regrouper nos pièces par communauté d'intérêt. Alors, j'ai fait le travail. Je vais vous montrer les résultats. Je vous épargne tout ce travail. Alors voilà, ça c'est l'emplacement final. J'ai triché un petit peu. En réalité, lorsque j'avais fini mon premier placement de pièces, ce n'était pas tout à fait comme cela. Il a fallu évidemment que je bouge avec le temps. J'ai réalisé toutes sortes de choses en passant les pistes et j'ai dû déplacer des pièces un peu pour faciliter justement le routage des pistes. Mais on s'entend là, l'idée c'est de placer les composants, et toujours tenter de limiter les croisements des signaux le plus possible, des Rat's Nest, donc les lignes blanches. L'idée derrière, c'est qu'on va devoir passer des pistes en cuivre et on a juste 2 couches pour le faire. Alors ça, c'est le premier choix. En regardant ici, on peut se dire, bon, ben moi, je décide de ne pas dépenser trop cher pour la fabrication. Oui, ça serait plus facile avec une plaquette à 4 couches, mais ça serait superflu. En tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie à 2 couches. Et si on n'y arrive absolument pas, ben, on songe à passer à une plaquette à 4 couches, ce qui va être quand même passablement plus onéreux. Malgré que de nos jours, les plaquettes coûtent beaucoup, beaucoup moins cher que c'était le cas. 10 plaquettes livrées chez nous, c'est une vingtaine de dollars. Donc, à 2 couches. Donc, c'est pas si onéreux non plus. Mais je fais le choix de 2 couches. Alors, je vais éteindre les Rat's Nest pour l'instant, pour qu'on voit bien. Alors, ce qui est en rouge, c'est en surface supérieure, la couche supérieure de cuivre. Et ce qui est en vert, c'est la couche inférieure. Alors, il faut faire des choix ici. Le premier choix, c'est, on va mettre le SI 5351 sur la couche supérieure. Pourquoi? Bien, parce qu'on veut se mettre un plan de masse sur la couche inférieure. Et lorsqu'on regarde l'empreinte du SI 5351, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une broche de masse et c'est le ventre en cuivre.
Alors, ce que vous voyez en rouge ici, c'est du cuivre. Alors, on va devoir forcément se mettre des vias qui vont traverser et aller à la couche inférieure. Et la couche inférieure, comme elle sera inondée de cuivre pour la masse, moins bien sûr toutes les pistes qu'on va devoir passer sur la couche inférieure, mais il va quand même y avoir passablement de cuivre de masse. Donc, à ce moment-là, on pourra se mettre 4 vias et on fera la connexion directement à la couche inférieure pour la masse. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas possible d'une façon simple de venir connecter la masse de ce ventre autrement qu'en mettant des vias. Il n'y a pas assez d'espace. L'espacement n'est pas assez grand sur les 4 coins. Alors, on ne peut pas aller amener la masse par la couche supérieure. Donc, déjà, ça nous impose de mettre le plan de masse sur la couche inférieure et cette pièce-ci sur la couche opposée, donc la couche supérieure. Et du coup, on s'impose que si on veut se mettre une distribution de 3,3 volts, autrement que par des petites pistes minces, si on veut se couler du cuivre, un peu comme le plan de masse, mais un plan d'alimentation, ça sera sur la couche supérieure. Alors oui, à la fin, je coulerai une couche de 3,3 volts pour voir si on est capable de remplir tous les trous libres avec le 3,3 volts, donc permettre une connexion à impédance plus basse, avec du découplage un peu distribué près des pièces. Donc ça va contribuer, avec un peu de couplage à la masse à travers la plaquette, ça va contribuer à diminuer un peu le bruit. Alors c'est l'idée. Alors plan de masse inférieur, plan 3,3 volts supérieur. Le 5 volts, il va falloir mettre des pistes ordinaires. On a juste 2 couches, on ne peut pas faire des miracles. Alors ça, c'est un autre choix qu'on se fait. Ensuite, aussi du fait que le SI 5351 soit sur la couche supérieure, le quartz, le cristal associé, sera juste à côté sur la couche supérieure aussi. Tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de l'avoir sur la couche inférieure. Ça allongerait inutilement à travers les vias les pistes et on doit garder le tout le plus court possible. Ça fonctionnerait probablement assez bien d'ailleurs, même si on le mettait sur la couche inférieure. Mais pour garder les capacités parasites et les inductances parasites les plus courtes possibles, puisqu'on parle de picofarad dans un cristal de quartz, on va le mettre juste à côté sur la même surface avec des pistes courtes. Donc, ça nous impose l'emplacement du quartz. Autre chose, si le SI 5351 est placé sur la supérieure, son découplage, puisque les pistes d'alimentation sont aussi ici, en supérieur, le découplage, les condensateurs de filtrage devront être sur la couche supérieure aussi. On ne mettra pas des vias pour les mettre sur la couche inférieure. On veut les garder le plus près possible du boîtier pour du filtrage des alimentations. Couche supérieure pour ses composants. Et même chose pour tous les signaux qui vont entrer, sortir du SI 5351, ça doit se faire avec au minimum un petit bout de piste. Et si on doit aller sur la couche inférieure, un via pour traverser. Mais il y aura ce qu'on appelle l'éventail, le travail de faire l'éventail de tous les signaux, donc sortir, fan out en anglais, ça se fera en couche supérieure. Tout simplement parce qu'on ne peut pas utiliser des vias suffisamment petits avec des PCB à bas coût pour les intégrer ici dans le pad, donc dans l'îlot, et les recouvrir de l'îlot. Ça, c'est des coûts de fabrication qui sont hors prix, qui ne se font que sur des plaquettes professionnelles à des centaines de dollars chacune. Oui, il y aurait moyen d'y insérer un via exactement ici et de le recouvrir par la suite par le cuivre, mais ça coûte trop cher. Et on ne met pas un via dans un îlot comme ça, puisque lorsqu'on va souder, le via va sucer la soudure et on va avoir de la difficulté à faire la soudure. Donc, il faut au minimum se mettre une petite piste et un via à l'extérieur. Alors, ça va être une zone congestionnée ici, dans les alentours. On peut le deviner d'avance. En plus, il faut sortir les signaux RF là, avec donc allant vers nos connecteurs SMA et nos îlots de filtrage et ainsi de suite. Alors ça couvre le SI 5351. Et bien sûr, notre 65 LVDS 34, on va le placer à côté et probablement sur la même, tout près de l'endroit où on va insérer le signal d'horloge qui va arriver, le signal de référence. Forcément, il va être prêt de ce côté-ci. Ça ne ferait pas de sens de le mettre ici, le SN65 LVDS 34, et d'avoir le signal qui s'insérerait de ce côté-ci. Donc, on y va de façon logique. La rotation de la pièce, on y verra lorsqu'on va passer les pistes, mais on peut déjà deviner en regardant les signaux
qu'on va avoir une bonne idée s'il va y avoir beaucoup de croisements de signaux ou pas. Alors, on peut déjà orienter, donc faire une rotation des pièces avant même de passer les pistes, qui, selon nous, va optimiser le passage des pistes. Okay? Mais il y a toujours moyen, lorsqu'on commencera à passer les pistes, de dire « Ah non, c'est pas bon, je le tourne. Hein? » Alors, rien n'est figé dans le béton à cette étape-ci. On essaie de faire le mieux qu'on peut à l'œil et on corrige au fur et à mesure. Parfois, il faut effacer des pistes, faire tourner la pièce et repasser des nouvelles pistes. On a réalisé qu'on est allé un peu trop vite ou on a mal jugé. Donc, c'est un travail qui est itératif et pas nécessairement facile à faire. Bon, alors ça couvre la partie des pièces actives en surface. On peut parler tout de suite des réseaux là, de filtrage. Moi, j'ai choisi de les mettre sur la couche inférieure. Pourquoi? D'abord parce que les connecteurs SMA, ici et de l'autre côté ici, ben, ils sont traversants hein, et ils vont être en surface. Parce que l'espace sur la couche inférieure, l'espace pour mettre des composants entre le boîtier et la couche inférieure sera assez petit, étant donné que vous avez vu lorsque je vous ai montré le boîtier qu'on allait utiliser, c'est pas grand comme espacement. Il faut le mesurer, il faut juger, et on s'aperçoit que les connecteurs SMA, ils seront beaucoup trop hauts, donc on doit absolument les mettre du côté de la couche supérieure, physiquement posée de ce côté-là. Et les broches, on va les souder du côté inférieur. Et donc la piste qui va quitter le trou du connecteur va forcément être sur la couche inférieure, sinon il y aurait risque de court-circuit avec le boîtier. Donc, couche inférieure, piste, on arrive dans notre réseau de résistance, ou ça peut être des condensateurs aussi, là, vous savez, c'est des emplacements génériques. Alors, l'autre critère, c'est qu'il y a beaucoup de connexions à la masse, et on sait qu'on aura un plan de masse sur la couche inférieure, et on sait que c'est de la radiofréquence, ce sont des signaux qui peuvent aller jusqu'à 200 MHz. Donc, c'est bien préférable de faire nos connexions plutôt que de mettre des via et aller à la couche opposée. C'est bien préférable de se connecter directement à la masse sur la couche inférieure. Et donc, le choix, c'est de mettre tous nos réseaux de filtrage et d'atténuation, de les mettre sur la couche inférieure. D'accord? Alors ça, avec, encore une fois, un peu d'expérience nous fait réaliser que ça serait préférable. Et j'ai changé d'idée en cours de route en plus. Donc, c'est pour vous dire, là, c'est clair qu'on se décide au fur et à mesure sur bien des choses. Alors, je vous ai parlé d'espacement sur la couche inférieure. Il n'y a simplement pas assez d'espacement pour insérer l'Arduino. Donc, forcément, l'Arduino va être posé sur la surface supérieure. Il sera soudé sur les îlots à la face inférieure. Ce qui nous dit deux choses. Il nous dit ici qu'il y aura probablement une restriction sous l'Arduino, sur la couche supérieure, là, mais en dessous de l'Arduino, une fois l'Arduino posé, on a une restriction d'espacement. Il y a peut-être un peu d'espace si on était vraiment, vraiment mal pris, mais ça serait, si on mettait des composants à très bas profil, des résistances, condensateurs, des choses de ce genre-ci, il faudrait d'abord vérifier qu'il n'y aura pas d'interférence avec l'Arduino, première des choses. Deuxième des choses, ça nous bloque l'accès futur. Une fois qu'on a posé l'Arduino Nano, on n'aura pas accès à ces pièces-là. Alors, c'est préférable de poser des pièces sur la face inférieure, donc opposée à l'Arduino. Et là, on aura accès à ces pièces-là. Et c'est donc ce que j'ai fait ici en vert. J'ai mis le régulateur de tension 3,3 volts qui se fait alimenter du 5 volts et qui va produire du 3,3 volts qui sera distribué partout sur la couche supérieure. Donc, il faudra retraverser du côté supérieur et on va distribuer cela. Tout ça fait bien du sens. On a de l'espace du côté inférieur sous l'Arduino. On l'utilise autant qu'on peut. Et donc, l'autre contrainte qu'on a, par contre, c'est que les deux condensateurs de filtrage, eux, ont un profil assez élevé. C'est des condensateurs électrochimiques, électrolytiques. Et eux, forcément, il faudra les mettre sur la surface supérieure où il y a beaucoup plus d'espace dans le boîtier. Alors, tout ça, c'est des décisions qu'on doit prendre avant de commencer à passer nos pistes. Il faut vraiment tout vérifier. Il faudra aussi vérifier que tout ce qu'on met sur la couche inférieure, que le profil de ces pièces-là, donc la hauteur, est moindre que l'espace qu'on a dans notre boîtier. Alors, vous devez mesurer
d'avance, ou en tout cas calculer si vous ne pouvez pas mesurer. Dans le cas présent, je peux mesurer. J'ai déjà le boîtier, je peux insérer une petite plaquette vierge, un bout, puis après ça, avec le micromètre, le pied à coulisse, je peux mesurer l'espacement. Et ensuite, aller voir les fiches techniques de toutes les pièces et m'assurer qu'il y aura suffisamment d'espace. À l'œil, on verra tout de suite que les condensateurs de montage en surface, là, 0,8, 0,5, ben ça va tout pouvoir se mettre sur la face inférieure. Et c'est l'essentiel avec le régulateur de tension, c'est l'essentiel de ce qu'il y aura sur la face inférieure. Tout le reste, incluant le connecteur 1/7 pour poser la plaquette SI 5351A, dans le cas où on ne pose pas le SI 5351C, bien, ce connecteur-là, évidemment, c'est un header avec des espacements de 2,5 mm. C'est clair que ça doit aller sur le côté supérieur, mais il faut quand même vérifier que notre plaquette SI 5351A, déjà achetée, bien, qu'avec le connecteur, une fois soudé, que tout ça, ça va loger dans le boîtier. Et c'est le cas, j'ai mesuré, j'ai vérifié d'avance, et il y aura suffisamment d'espace pour y loger l'Arduino Nano du côté supérieur et aussi en termes d'auteur, la petite plaquette SI 5351A. C'est clair que ce petit boîtier à extrusion, il est conçu pour pouvoir faire exactement ce que je vous dis, mettre les composants plus élevés du côté supérieur et les composants à profil plus bas du côté inférieur. Alors, c'est ça qu'on doit absolument faire avant de commencer. Et on placera les pièces, entre autres les connecteurs, je n'ai pas tout à fait couvert, mais ce sont des connecteurs à angle droit. Bien, ce connecteur, il faut s'assurer qu'il va loger. Oui, il loge, il y a suffisamment d'espace dans le boîtier, mais il faut aussi penser à son positionnement par rapport au bord de la plaquette. On devra s'assurer qu'il va s'avancer, donc la connexion SMA va s'avancer suffisamment pour qu'une fois la plaque frontale posée, bien, que notre connecteur va quand même sortir suffisamment pour qu'on puisse y visser un câble. Donc, ces connecteurs-là vont être assez sur le bord. Donc, on va les approcher le plus sur le bord possible, sans que leur boîtier ne dépasse le rebord de la plaquette, ici, pour s'assurer bien sûr que la face frontale de notre boîtier va venir à plat sur le boîtier et qu'on ne sera pas empêché par les connecteurs SMA. Donc ça, c'est un petit exercice à vérifier. Donc, on mesure avec un vrai connecteur l'espacement entre une des broches aux quatre coins, par exemple, le centre, et le rebord de notre boîtier du connecteur SMA. Et on s'assure qu'on va amener cette distance ici. Et pour mesurer, il y a toutes sortes d'outils pour mesurer. Hein. En faisant un espacement ici, vous voyez ici, on a fait un 0. Bien, on peut se déplacer puis avec notre curseur puis facilement vérifier la distance en X, 1,87 mm. Parfait. Alors, il est possible dans l'outil de se placer des dimensions, comme des lignes avec une flèche qui indique la distance, tout ça, là, pour faire des mesures qui vont rester permanentes et visibles. Et ça, on mettra ça sur une couche qui est moins apparente, qui ne sera pas là à la fin. Là. Donc, on prend le temps. Dans ce cas-ci, moi, j'ai pensé à la plaque frontale aussi. Donc, j'ai fait un espacement égal des trois connecteurs pour que ça ait l'air propre. Et entre ces connecteurs, j'ai intercalé les deux LED, à distance égale des connecteurs. Je me suis assuré que les deux trous de la LED sont suffisamment reculés pour que je puisse plier les broches de la LED et les faire sortir pour que la lentille, le boîtier de la LED, se lance vers l'avant et passe à travers la plaque frontale. Donc, à la fin, il faudra plier notre LED pour s'assurer qu'elle sera suffisamment avancée. Mais en tout cas, une LED de 3 mm, avec l'espacement ici que j'ai mis par rapport au bord de la plaquette, c'est bien suffisant pour y loger la LED et qu'elle pourra s'avancer dans un petit trou de la plaque frontale. C'est tous des petits détails qu'il faut penser. Évidemment, l'emplacement de ce connecteur-ci est important aussi. Il faut connaître les dimensions de la plaque SI 5351A et on devra placer ce connecteur-là pour s'assurer que ça ne viendra pas toucher au connecteur, par exemple. Ni que ça entrera en interférence avec l'Arduino Nano qui est sur la même face. Donc, ce sont tous des petits exercices et on peut se tracer, voyez-vous, ici, l'Arduino Nano, l'empreinte, je lui ai créé un contour qui montre la grosseur de l'Arduino. Alors, j'aurais pu lui faire la même chose ici, créer un contour de la plaquette et lorsque je déplace le connecteur 1/7, ça déplace aussi
le contour. Donc, je vois vraiment s'il y a des interférences avec les autres boîtiers. Alors, quelque chose à faire. Quand on modifie le symbole d'une pièce dans KiCad, on lui ajoute un contour, comme ça, tout simplement. Et je me suis assuré, pour l'Arduino, je l'ai mis sur la face supérieure, mais j'ai gardé de l'espace par rapport au rebord, parce que je sais qu'ici, ça va glisser dans un rail. Donc, je lui ai inclus un espace. Et même chose ici dans la partie inférieure, j'ai laissé un espace pour que lorsque la plaquette glissera dans le rail, ça ne touchera pas au côté du boîtier. Et ici, l'espace à gauche, ben, on sait qu'il y a un connecteur mini USB mini. Donc ce connecteur-là doit s'avancer encore une fois suffisamment loin pour passer à travers la plaque, la plaque arrière du boîtier. Mais il ne faut pas que l'Arduino Nano vienne passer plus loin que le rebord de la plaquette. Sinon, la plaque arrière ne pourra pas se mettre à plat sur le boîtier. Donc, j'y ai fait un petit recul de la plaquette et j'ai vérifié la distance entre la broche ici et le rebord de la plaquette Arduino Nano pour être certain que ça n'est pas plus long et que l'Arduino Nano ne se projettera pas en porte-à-faux au-delà du rebord de la plaquette, mais qui sont quand même assez proches pour que le connecteur mini USB traverse, ou en tout cas soit suffisamment loin pour passer à travers la plaque et qu'on pourrait y connecter le connecteur mini USB. C'est tous des petits détails qui prennent du temps. Ce que vous voyez là, l'emplacement que j'ai fait, en réalité, c'est l'emplacement final. J'ai triché, j'ai effacé les pistes, puis le cuivre, puis je vous montre le résultat final. Mais ça a pris du temps avant d'arriver à cela. Et vous devez le prendre, ce temps-là. C'est quelques heures de travail pour vous assurer que vous aurez un emplacement relatif des pièces qui aura du sens. Et bien sûr, lorsque vous passerez des pistes, vous changerez un peu les emplacements, mais vous clouerez probablement en place l'Arduino Nano. Vous clouerez probablement en place la plaquette ici, SI5351, donc ce connecteur-ci, pour être certain que ça ne bougera pas par rapport aux interférences. Hein. C'est bien important. Alors ça, il y a moyen de figer les pièces en place, on les verrouille. Comme ça, si vous essayez de les bouger, l'outil vous dit « c'est verrouillé, vous devez déverrouiller d'abord. Okay? » Pour le reste, on peut les bouger sans trop de soucis. Alors ça, c'est l'emplacement des pièces. Entrée arrière, les sorties en avant avec les DEL, l'alimentation et USB à l'arrière aussi. Ça fait du sens logique. On ne met rien sur le dessus, pas de connexion sur le dessus. Hein? C'est une insertion qu'on fait dans un boîtier à extrusion et rien en dessous non plus. Tout se fait à l'avant, à l'arrière, et c'est facile donc insérer et retirer la plaquette en enlevant seulement soit celle de l'avant, la face avant ou la face arrière. On y insère, en autant que les trous sont bien positionnés, ça va rentrer comme une main dans un gant. Bon, voilà pour ce qui est des considérations de placement les plus évidentes là, pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous entretenir des considérations et stratégies de routage des pistes, des plans de cuivre, des contraintes du fabricant de PCB et de plusieurs autres sujets importants avant de passer les pistes. Alors, je vous invite à demeurer à l'écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à la prochaine!